question quand même très importante, c'est la question des masques, Monsieur le Premier ministre. Depuis le 11 mai, ce port des masques fait partie de notre vie. Il est obligatoire dans beaucoup de situations et constitue un élément déterminant des gestes barrières pour tout un chacun. Dès le 13 avril, avec Jean-Louis Bricout, notre collègue, nous avions demandé une stratégie claire concernant la mise à disposition des masques et avons renouvelé la demande d'une distribution gratuite de 2 masques lavables à l'ensemble de nos concitoyens. Vous avez fait le choix de réglementer les prix de masques jetables et adopter une TVA minorée. L'encadrement des prix fixe un plafond de 95 centimes d'euros le masque jetable. C'était sans doute indispensable vu l'inflation constatée sur ce produit. Mais ce n'est pas une petite dépense. Prenons l'exemple d'une aide ménagère qui doit changer de masque lorsqu'elle change de domicile. Elle sait qu'en février, elle aurait pu trouver une boîte de 50 masques pour moins de 4 € et que désormais, elle doit débourser près de 50 € pour le même nombre de masques. Elle perd près de 15% de son salaire net, horaire net, hésitant à faire peser ce coût sur des employeurs modestes, retraités, qui l'emploient. Le problème reste donc entier. Il est devant nous. Cette mesure d'encadrement qui n'a pas totalement rempli son office doit par ailleurs prendre fin le 10 juillet prochain. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelles mesures compte prendre le gouvernement pour faire baisser le premier prix des masques et favoriser l'appropriation d'une telle protection par tous, sans que cela représente un sacrifice pour les plus modestes d'entre nous? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la crise économique qui est devant nous sera rude, avec le risque évident d'un chômage massif. Nous devons tirer toutes les leçons de la crise de 2008 et donc tout ce qui ira dans le sens d'un soutien à l'investissement et à la consommation sera positif. C'est la raison pour laquelle nous saluons l'initiative franco-allemande pour que l'Europe accompagne la relance par les États. Mais, je veux le dire aussi, l'argent public ne peut pas être donné sans contrepartie. Nous devons éviter au maximum les licenciements et préserver notre capacité à produire site après site, usine après usine, en répondant aux nouvelles exigences économiques, numériques et écologiques. Nous attendons cet après-midi les annonces du Président de la République pour le secteur automobile. Mais, je veux vous le dire, nous sommes d'ores et déjà inquiets de l'attitude du gouvernement face au projet de Renault. Vous semblez accepter la fermeture de certains sites alors même que le constructeur va bénéficier des prêts garantis par l'État à hauteur de 5 milliards d'euros. Monsieur le Premier ministre, l'État actionnaire a une responsabilité particulière qu'il doit assumer. Et notre proposition, elle tient en 4 points. Premièrement, garantir le maintien dans l'emploi des salariés en articulant activité et formation. Deuxièmement, sauvegarder les sites en relocalisant au besoin certaines lignes de production aujourd'hui installées dans des pays qui pratiquent ce qu'on appelle le dumping social. Troisièmement, prendre résolument le virage vers les motorisations plus sobres, plus propres et en particulier bien sûr l'électrique pour aller sans attendre vers une industrie décarbonée. Enfin, quatrièmement, créer un mécanisme de solidarité de filière avec les sous-traitants, avec les équipementiers qui ne peuvent pas être... La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait au ministre de la Ville. 2017, 497 000 contrats aidés. 2019, plus que 130 000, jugés trop coûteux et peu utiles. Oui, leur remise en cause drastique et brutale a signifié non seulement le retour à la précarité pour beaucoup de jeunes, mais aussi la fragilisation du monde associatif. 15% de notre population, plus de 9 millions de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Or, cette triple crise sanitaire, économique et sociale frappe durement les quartiers où se concentre la pauvreté, perte d'emplois plus forte, fractures comme inégalités exacerbées, alors que les besoins parfois vitaux se sont révélés au grand jour, alimentation, logement, emploi numérique. L'urgence est de répondre aux conséquences des plus fragiles. La réactivation des contrats aidés peut constituer un levier de soutien fort et rapidement mobilisable. Ce sont des milliers de jeunes qui pourraient travailler dans nos communes et associations et trouver une première insertion dans l'emploi tutorée par des adultes. Face à la fracture numérique qui pénalise lourdement les enfants les plus modestes, ces emplois aidés seraient bien utiles à ceux qui ne savent pas maîtriser cet outil devenu indispensable. Madame la ministre, au regard des besoins existants dans les écoles, les collèges et de la nécessité de donner un avenir aux jeunes de ces quartiers, le gouvernement compte-t-il réactiver les contrats aidés?
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, la crise sanitaire que nous traversons entraîne dans son sillage une crise sociale et économique sans précédent. Si le mécanisme de chômage partiel a jusque-là servi de filet social à la crise économique, votre décision de le diminuer, conjuguée au durcissement de l'accès à l'indemnisation imposée par la réforme de l'assurance chômage entrée partiellement en vigueur fin 2019, laisse craindre une précarisation grandissante de nombreux travailleurs. Les travailleurs les plus fragiles, ceux qui, avant la crise, occupaient un emploi précaire, et les travailleurs des secteurs les plus sévèrement touchés par la crise sanitaire, déjà durement impactés par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19, le seront davantage encore avec la réforme de l'assurance chômage. Je pense notamment aux extras dans le secteur de la restauration, aux travailleurs de l'événementiel et aux auxiliaires de vie et aides-soignantes auprès des personnes âgées, mais la liste n'est pas exhaustive. La décision de reporter au mois de septembre le deuxième volet de la réforme de l'indemnisation du chômage n'est donc pas suffisante, car c'est l'ensemble de la réforme qui pose problème et qu'il faut définitivement abroger. Madame la ministre, la seule volonté qui anime cette réforme est de satisfaire un double objectif comptable, en réalisant des économies budgétaires au détriment de l'indemnisation des chômeurs et en agissant artificiellement à la baisse sur les statistiques du chômage. C'est cette même logique comptable qui a amené l'hôpital public dans la situation alarmante que nous connaissons. Face à l'ampleur de cette crise, cette réforme, comme celle des retraites, doit être abandonnée. Madame la ministre, quand allez-vous enfin annoncer l'abrogation pure et simple de la réforme de l'assurance chômage? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Corinne Lepage. D'abord, merci d'avoir salué l'importance de l'activité partielle qui a permis massivement de protéger 12 millions de salariés, 1 million d'entreprises, éviter les défaillances, permettre aux compétences d'être conservées et de sauvegarder l'emploi. Néanmoins, nous sommes tous conscients que la crise sanitaire se prolonge par une crise économique et sociale d'une ampleur imprévisible. Il y a quelques mois, je vous rappelle qu'il y a 3 mois exactement, nous pouvions nous réjouir d'une baisse du chômage, puisque le chômage était à 8,1%, son plus bas taux depuis 11 ans, et que l'apprentissage était en pleine progression à plus de 16%. Ça nous semble loin, et pourtant c'était il n'y a pas si longtemps. Alors dans ce contexte-là, outre le chômage partiel, ce que nous avons fait, c'est prendre des mesures d'urgence immédiates pour protéger les plus vulnérables dans le contexte de la crise et du confinement. Dès le 14 avril, nous avons pris un décret qui a permis d'une part, prolonger les droits de tous ceux qui arrivaient en fin de droit à l'assurance chômage. Et vous aurez d'ailleurs l'occasion de prolonger, d'amplifier cet élément demain en votant, je l'espère, un amendement proposé par le gouvernement pour prolonger les droits des intermittents du spectacle jusqu'au 31 août 2021. Deuxièmement, nous avons aussi prévu que la période d'affiliation pour calculer les droits passe de 24 à 27 mois, c'est déjà opérationnel. Ensuite, nous avons ouvert les cas de démission légitime pour ceux qui avaient démissionné juste avant le confinement. Nous avons aussi suspendu la dégressivité et les mesures de calcul du salaire journalier de référence. Alors vous m'interrogez pour la suite. Eh bien, nous prenons les choses dans l'ordre. Notre boussole, c'est le pragmatisme, l'efficacité économique, la justice sociale. Et les discussions de la suite de la réforme de l'assurance chômage seront prises après discussion avec les partenaires sociaux dans les semaines qui viennent. Merci. La parole est à notre collègue Alain Marc,